France Info et France 24 présentent Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de géopolitique de France Info et de France 24. Bonsoir Christophe. Bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Émission consacrée ce soir à l'insurrection au Capitole à Washington et à ses conséquences sur la démocratie américaine. On va en parler avec notre invité Gallagher Fenwick. Il est journaliste franco-américain, ancien correspondant de France 24 à Washington. Et on va d'abord revenir sur cette nuit folle, Christophe, cette nuit du 6 janvier, lorsque les Trumpistes ont pris d'assaut le Capitole à Washington. Effectivement, et parmi donc les milliers de manifestants pro-Trump qui protestaient donc devant le Capitole de Washington mercredi. Plusieurs centaines, vous le voyez, ont pénétré de force à l'intérieur du bâtiment. Les images ont fait le tour du monde. Les forces de l'ordre ont été rapidement débordées. Ces images sont hallucinantes, dignes d'une république bananière, selon les propres mots du président George Bush. Et parmi les individus, vous le voyez, ayant pénétré à l'intérieur, il y a certains qui appartiennent aux différents mouvements complotistes, QAnon ou encore les Proud Boys, une organisation américaine néofasciste. D'autres membres de groupes et de groupuscules d'extrême droite américains étaient donc présents dans le Capitole. Et il faut rappeler que Donald Trump avait lancé un appel à ses partisans quelques instants avant, quelques heures avant l'insurrection, Christophe. On va le voir sur ces images, il est à environ midi ce mercredi-là, lorsque effectivement le président en exercice toujours est donc devant la Maison-Blanche, c'est à quelques pas effectivement du Capitole, et à ce moment-là, eh bien, il demande de marcher direction le Capitole. Il précise également qu'il ne lâchera jamais, il n'abandonnera jamais. La conséquence, c'est que Joe Biden, très rapidement, eh bien, il va prendre la parole et il va demander à son tour à Donald Trump de s'exprimer. Écoutez. C'est presque de la sédition. C'est quelque chose qui doit s'arrêter tout de suite. Je demande à ce groupe de voyous de se retirer et de laisser la démocratie suivre son cours. Envahir le Capitole, briser des fenêtres, occuper des bureaux. Le sol du Capitole des États-Unis, dans la Chambre des représentants, menacer la sécurité d'élus. Ce n'est pas une protestation, c'est de l'insurrection. Alors, suite à cela, la réaction de Donald Trump va se faire en deux étapes. La première, sur Twitter, on le voit ici, il s'exprime, il appelle ses partisans à rentrer chez eux. Mais le problème, c'est qu'il ne condamne pas ces violences et son message est rapidement supprimé par Twitter. Et on l'explique, elle contribue au risque de violence au lieu de les diminuer. Son compte va être banni pendant 12 heures sur les réseaux sociaux. Mais le lendemain, il va s'exprimer cette fois-ci encore sur Twitter, puisque son compte est réactivé. Et là, c'est un changement de ton total. Il condamne ces violences. Il dit que les supporters les plus durs paieront pour ce qu'ils ont fait. C'est un discours donc de renoncement. Il admet qu'il y a un nouveau président. Il aura fallu 2 mois pour qu'il accepte enfin sa défaite. Et les Trumpistes ont pénétré dans le Capitole. Ils y sont restés plusieurs heures. Regardez ce reportage du correspondant à Washington de France Télévisions, Loïc Delamornay. Ça y est, les militants trumpistes pénètrent à l'intérieur. Les policiers du Congrès n'arrivent pas à les contenir. Panique dans l'hémicycle du Sénat en pleine séance de certification de la victoire de Joe Biden. Les agents du Secret Service tiennent en joue la porte qui va craquer. Les sénateurs et même le vice-président Mike Pence sont évacués en catastrophe. Les Trumpistes ont désormais le champ libre pour des photos en forme de trophée. Celui-là s'installe au bureau de la présidente démocrate de l'Assemblée, Nancy Pelosi. Cet autre coiffe la statue du président Ford de la casquette rouge Trump. Ils laissent derrière eux des bureaux saccagés. Dans ce chaos, au moins 4 personnes seront tuées, selon un décompte de la police, notamment une femme militante. En fin de journée, pressé de toutes parts, et notamment par le président élu Joe Biden, Donald Trump demande du bout des lèvres à ses partisans de se replier. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez pacifiquement chez vous. Après plusieurs heures, les renforts de police reprennent le contrôle du Capitole. Les parlementaires reviendront sous très haute protection, l'épilogue d'une journée folle qui a secoué celle qui se présente souvent comme la plus grande démocratie du monde. Et Donald Trump a annoncé sur Twitter qu'il n'irait pas à l'investiture de Joe Biden. Loïc Delamornay, correspondance de Washington.
Ah oui, c'est vrai, hein, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Donald Trump est plus isolé que jamais. Vous savez, ça fait longtemps que de nombreux responsables républicains du parti de Donald Trump ont essuyé les plâtres, passé l'éponge sur de nombreux dérapages de Donald Trump, en lui pardonnant, souvent par calcul politique, tous ces écarts. Mais depuis mercredi, tout a changé. Avec cette marche sacrilège sur le Capitole des États-Unis, les derniers fidèles de Donald Trump commencent vraiment, en tout cas dans les cercles politiques, à se détourner de lui. De nombreux ministres ont déjà démissionné, des conseillers à la Maison-Blanche aussi, d'autres songent à démissionner. Alors certes, sur le tard et avec beaucoup d'hypocrisie, mais c'est quand même un signe. Donald Trump très isolé aussi, évidemment, du reste de toute la classe politique américaine et de ses opposants démocrates, bien sûr, puisque vous le savez, eh bien, Nancy Pelosi, la chef de la Chambre des représentants démocrate, veut lancer au plus vite une nouvelle procédure de destitution. Pas sûr qu'elle y arrive dans les temps, car il ne reste plus que 12 jours avant la fin du mandat de Donald Trump. En tout cas, elle s'est entretenue même avec le chef d'état-major des armées pour lui demander des assurances sur les protocoles des codes nucléaires, en disant que désormais Donald Trump, chef des armées, était un déséquilibré. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Donald Trump, qui visait un avenir politique pour lui ou pour sa famille, pour se représenter en 2024, a en tout cas totalement raté sa sortie. Et on va décrypter cette situation justement avec notre invité ce soir, le journaliste franco-américain Gallagher Fenwick. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gallagher, ancien correspondant de France 24 à Washington, directeur de la chaîne anglophone. De quoi parle-t-on finalement? Est-ce que c'est une insurrection, une sédition, un coup d'État? Ça dépend des personnes qui s'expriment et qui regardent cela. Pour beaucoup d'observateurs, il ne fait aucun doute que c'est là une insurrection, voire une attaque terroriste qui vise à renverser le cours d'une élection démocratique, libre par la force, un effort mené, vous l'avez dit, par la galaxie des derniers soutiens de Donald Trump qui sont prêts à agir en son nom, à suivre ce leader de manière quasi sectaire, des complotistes, des racistes, des xénophobes, bref, des radicaux. Donc les mots qui sont employés sont durs, ils doivent l'être. Il y a des morts, c'était un acte de violence, de violation, dont un policier, exactement. Et donc il y a une enquête fédérale qui est ouverte pour homicide. Des responsabilités devront être établies. Le drapeau du Congrès et des monuments et des institutions de Washington sont en berne suite à cet événement qui n'est ni plus ni moins que la violation d'un sanctuaire démocratique. Il faut bien comprendre la gravité de ce dont on parle. C'est l'incarnation de l'un des piliers de la démocratie américaine qui a été violée. La démocratie américaine est-elle menacée du coup ? C'est effectivement la question qui est posée. La réponse est complexe. Il y a plusieurs choses qu'il faut dire. C'est que la présidence de Donald Trump et finalement cette attaque très dure contre le Congrès est un aboutissement de ce que l'on vit et qu'on voit depuis 4 ans, a mis en lumière la grande vulnérabilité, les fragilités de la démocratie américaine. Mais en même temps, cette démocratie, elle a prouvé sa résilience. Parce qu'au final, le président qui sera investi le 20 janvier prochain à Washington, D.C., sera bien Joe Biden. Et on en aurait presque oublié aussi des petits messages, des grands messages d'espoir qui ont été envoyés. Notamment, rappelez-vous de cette course dans la Géorgie qui voit 2 nouveaux sénateurs rentrer, un Nord-américain. C'est la première fois que le Sud profond, avec son passé raciste, esclavagiste, envoie un Noir américain au Sénat. Il y a aussi l'élection, effectivement, il y a aussi l'élection de Jon Ossoff, citoyen juif, fils d'immigrés. Là, ce sont quand même des messages d'espoir avec un certain renouvellement. Donc il y a une image, si vous voulez, un peu ambivalente concernant cette démocratie. Alors Gallagher, il y a plusieurs questions qui se posent également sur à la fois le Capitole, vous le disiez, c'est un endroit sacré pour les Américains. C'est stupéfiant finalement qu'ils aient pu rentrer. D'où ces questions. Que s'est-il passé? Est-ce que la police était suffisamment armée? Est-ce qu'il y avait finalement des complicités également pour les laisser rentrer ou pas? C'est la bonne question. Elle justifie, elle explique, si vous voulez, la réaction de beaucoup d'Américains et d'Américaines entre sidération, effroi et colère. Il y a à l'évidence une faille monumentale. Les choses semblaient plutôt prévisibles quand on voit les discours, les mots prononcés par le président américain, cette foule qui rentre finalement relativement facilement. Encore une fois, on parle d'un lieu quasi sacré au sens laïque, séculier du terme, qui est violé en moins de 2 heures par une bande, une meute, déguisée parfois en viking, avec des fourches, et qui réussissent à pénétrer à l'intérieur. Ce qui laisse à penser qu'il y a eu peut-être complaisance, complicité, un certain laisser-faire. Du côté des forces de l'ordre, c'est effectivement une question qui est posée. Des responsabilités devront être établies. Le chef de la police du Capitole a démissionné face à ce qui s'est passé. Donc, effectivement, c'est très choquant. Et il faudra
que les Américains, ceux qui sont responsables de la sécurité de ce lieu, expliquent comment on a pu en arriver là et aussi rapidement. Alors Gallagher, on a vu cette poignée de radicaux finalement entrer au Capitole, mais il y a 74 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Est-ce que ces incidents vont avoir un impact durable finalement dans la société américaine? C'est une cicatrice, c'est une tache noire dans l'histoire de la démocratie américaine. C'est indéniable. Attention, c'est vrai que Donald Trump pèse 74 millions d'électeurs, mais je ne pense pas que cet électorat soit un monolithe. Il faut le diviser. Il a de fervents soutiens qui se comptent par millions, par dizaines de millions, probablement. Mais il y a aussi des gens qui ont voté pour lui pour d'autres raisons, peut-être fiscales, peut-être sur une seule raison, par exemple l'immigration ou encore la religion. Rappelez-vous qu'il a porté à la Cour suprême 3 juges et il y a des gens qui ont voté pour lui uniquement sur cela et pas sur le reste de ce qu'il a fait. Il y a également le rôle des réseaux sociaux et des fake news. Pendant toute cette campagne, c'est indéniable. 23 millions de tweets, 430 tweets par seconde pour l'assaut du Capitole. Le rôle des réseaux sociaux est extrêmement important. Et il est indéniable. Donald Trump, c'est un média à lui tout seul. Vous additionnez simplement son compte Twitter, c'est près de 90 millions de personnes qui le suivent, qui elles-mêmes ont beaucoup de gens qui les suivent. C'est un phénomène d'amplification indéniable. Mais ils ont une responsabilité ? Bien sûr qu'ils en ont une. Et c'est la raison pour laquelle on a assisté à ce glissement. Rappelez-vous que pendant des mois, voire des années maintenant, beaucoup de personnes ont appelé à la modération, voire à la censure des propos tenus par le président, parfois vulgaires, parfois carrément illégaux et parfois même dangereux quand il insulte un leader nord-coréen, disant de lui qu'il est petit, gros. Ça peut provoquer, entraîner une action militaire, une guerre. Les réseaux sociaux, dans un premier temps, ont dit « nous ne sommes pas la police de la pensée ». Ces tweets ou ces écrits sont ceux du président, ils ont une valeur historique, nous ne pouvons pas les censurer. Et puis, tout récemment, on a commencé à voir apparaître des labels de modération. Par exemple, ces propos, on le voyait écrit sous les tweets de Donald Trump, sont sujets à dispute, sont contestés. Et puis là, on en arrive carrément à la suspension de ces comptes. Alors, on va revoir justement ces images stupéfiantes de cette soirée. Loïc Delamornay et Thomas Donzel étaient sur place. Ce sont les correspondants de France Télévisions à Washington, alors que les Trumpistes viennent d'entrer dans le Capitole et que les forces de l'ordre commencent à intervenir. Regardez. On le voit, la police américaine là est en train de reprendre le contrôle notamment de cette porte où nous étions tout à l'heure. Vous voyez cette porte là que Thomas Donzel est en train de vous filmer. La transmission n'est peut-être pas très bonne, mais c'est par cette porte que des militants trumpistes ont réussi à entrer dans le Capitole et tentaient aussi et continuer à pénétrer par là. Et vraiment la police est en train de reprendre le contrôle de cette entrée. J'espère que Joe Biden va aller en prison pour tous ses crimes. Vous pensez que Donald Trump sera encore président le 20 janvier prochain? Oui, il le sera toujours. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ses états. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent C'est la suite du Monde dans tous ses états, consacrée donc à l'insurrection au Capitole à Washington et à ses conséquences sur la démocratie américaine. Et les réactions internationales se sont bien sûr multipliées. Emmanuel Macron fut pratiquement l'un des premiers à condamner les alliés, donc Christophe, mais aussi les adversaires. Effectivement, et il s'est exprimé à 2h40 du matin. C'est l'un des premiers à s'être exprimé. On l'écoute. Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Alors, il y a beaucoup d'autres réactions également dans ce sens. Néanmoins, certains pays vont pointer du doigt et ironiser sur la fragilité de la démocratie américaine. On va commencer par la Chine. À l'époque, quand les États-Unis décrivaient les manifestants violents à Hong Kong, quel mot utilisaient-elles? Un beau spectacle. Et c'est le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Russie n'est pas en reste. Également, il est évident que la démocratie américaine boite des deux pieds, selon le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat russe. Et puis enfin, l'Iran.
effectivement, elle observe aujourd'hui à quel point la démocratie occidentale est vulnérable et fragile. Voilà donc concernant ces réactions internationales. Et les pays de l'Union européenne étaient stupéfaits, ils ont condamné. Écoutez ce qu'en dit Alix Le Bourdon, elle est correspondante à Bruxelles de France 24. Un concert de réactions quasi unanimes parmi les États membres qui dénoncent cette irruption de manifestants pro-Trump dans l'enceinte du Capitole, le symbole de la démocratie américaine. Alors Emmanuel Macron a été le plus loquace en publiant en pleine nuit un message vidéo de 3 minutes dans lequel il dénonce quelques individus violents. Angela Merkel est plus rare sur Twitter. Elle a mis un peu plus de temps à réagir, mais a également publié une vidéo dans laquelle elle fait part de sa colère à la vue de ces images du Capitole. Le registre est le même pour Mark Rutte aux Pays-Bas qui parle d'images horribles, ou encore pour Giuseppe Conte en Italie qui fait part de son inquiétude. Mais la situation est plus délicate pour 3 autres États membres de l'Union européenne qui n'ont jamais caché leur sympathie pour Donald Trump, la Pologne, la Hongrie et la Slovénie. Rappelez-vous par exemple qu'en novembre dernier, le Premier ministre slovène s'était illustré en félicitant Donald Trump pour son élection au lendemain du vote. Mais là, eh bien, même le Premier ministre slovène a estimé que tout le monde devrait être troublé par ces violences. Au Royaume-Uni également, la réaction a été rapide par la voix du Premier ministre britannique, qui est pourtant un allié de Donald Trump, Boris Johnson, qui parle de scènes honteuses. Du côté des institutions européennes, également, les condamnations sont vives. Charles Michel, le président du Conseil européen, parle d'un choc. Et puis enfin, ici, à Bruxelles, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui a réagi en dénonçant des scènes choquantes. L'OTAN et le multilatéralisme en général qui ont été, vous le savez, largement écornés pendant le mandat de Donald Trump. Et nous sommes toujours avec notre invité Gallagher Fenwick, journaliste franco-américain, directeur de la rédaction de France 24 en anglais. Que dire de l'image justement renvoyée à l'étranger, à l'international? On le voit, une Amérique totalement abîmée, et aussi la réaction à la fois de la Russie et de la Chine qui, c'est assez cocasse, donne des leçons de démocratie. Là encore, on est dans du prévisible. Et comment leur donner tort alors que ce pays, les États-Unis, qui se veut être un phare de civilisation à la destinée manifeste, peut-il donner justement des leçons en matière de civilisation, enjoindre la Chine, la Russie ou encore l'Iran de respecter la liberté d'expression, alors que les comptes, même sur les réseaux sociaux du président, sont suspendus, ou de respecter les droits humains quand on voit cette tentative de coup d'État aussi minable. L'Amérique s'est décrédibilisée. Absolument, elle s'est décrédibilisée, et pas seulement aux yeux de ses ennemis, aussi aux yeux de ses amis et de ses alliés. Et ce n'est pas la première fois, en tout cas, que des hommes armés donnent l'assaut à un Capitole. Ça s'est déjà passé, mais au Capitole du Michigan. C'était en mai 2020, pendant la campagne présidentielle américaine. Reportage, vous allez le voir, de Loïc Delamornay, correspondant de France Télévisions à Washington. À l'échelle d'un État, ils ne sont pas très nombreux, quelques centaines. Mais ces manifestants sont déterminés et armés, comme le permet la loi américaine. On est un des rares États à avoir un confinement et des restrictions aussi extrêmes. Il y a une bonne et une mauvaise méthode. C'est allé trop loin. Ces soutiens de Donald Trump sont venus hier à Lansing, la capitale du Michigan, pour exiger la fin des mesures de confinement et mettre la pression sur la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer. L'état d'urgence, ce n'est pas le virus. L'urgence, c'est l'économie du Michigan. Quelques instants plus tard, la tension monte d'un cran. Les manifestants pénètrent dans le hall du Capitole de l'État. Toujours armés, là encore c'est légal. Mais ils veulent entrer dans la salle des débats où s'exprime la gouverneure et en sont empêchés par la police du Parlement. Ouvrez la porte! Vous nous trahissez! Vous trahissez le peuple! Par Twitter, une sénatrice démocrate affiche sa peur. J'ai des hommes armés qui hurlent au-dessus de moi. Certains de mes collègues portent des gilets pare-balles. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'il y ait avec nous des policiers du Parlement. Bon, Gallagher, on voit bien que ce sont les mêmes Trumpistes. Mais c'est intéressant de revenir tout de même sur les Républicains. Les Républicains qui ont soutenu Donald Trump pendant 4 ans. Certains se sont désolidarisés tout récemment de lui. D'autres ont contesté les votes pendant la certification. Est-ce que le Parti républicain est devenu Trumpiste ? Oui et non. Il est profondément divisé. Il n'a pas eu le choix que celui d'être trumpiste. C'est un parti qui a été pris en otage par ce candidat dont il faut le rappeler. Lorsqu'il se présente en 2015, personne au sein du Parti républicain n'en veut.
Le sérail n'en veut pas, mais il finit par s'imposer et il pèse lourd en matière de voix. Ils étaient derrière lui, tous. Absolument, il réussit un exploit. Et lorsque les campagnes en vue des primaires, rappelez-vous qu'il y a des primaires tous les 2 ans, démarrent, et le président nouvellement investi se rend aux côtés des candidats, il en fait élire beaucoup. Donc le camp républicain prend conscience de cette force politique émergente, indéniable. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il a perdu, il perd tout. La Chambre, le Sénat, la Maison-Blanche. Et donc, on sent bien que le rapport de force est en train de se modifier. Et il y en a qui se désolidarisent, mais ça n'est pas le cas de tous les républicains. Est-ce qu'il va changer, se transformer, ce parti, avec les 74 millions de Trumpistes? Ils ont besoin des Trumpistes? Absolument, 74 millions de voix, ça n'est pas rien. C'est tout simplement un record absolu pour un républicain dans une course présidentielle. Avant cela, c'était Barack Obama qui avait établi le record. Il est désormais dépassé par Joe Biden, qui lui est à plus de 80 millions de voix. Mais sur l'avenir du Parti républicain, il est en train de se jouer en ce moment même avec une fracture aussi béante que celle qui polarise l'Amérique dans son ensemble. Mais vous pensez vraiment que les 74 millions d'électeurs qui ont voté pour lui vont le suivre, même s'il crée aujourd'hui son propre parti demain pour se présenter dans 4 ans ? C'est en tous les cas ce qu'il a à l'esprit, ce qu'il a laissé dire par certains de ses proches qui laissent flotter comme ça cette idée d'une possible candidature en 2024. Il lui faut l'argent, il en a suffisamment ? Alors il dit qu'il est milliardaire, il a aussi tous ses soutiens. On le voit, certains radicaux qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe. Il sait qu'il va probablement pouvoir continuer à compter sur eux. Donc il pourrait créer son propre parti. Il pourrait éventuellement créer son propre parti, il pourrait également créer son propre média et donc toujours se servir de sa popularité et son mythe et ses outils comme énorme caisse de résonance pour continuer à peser très lourdement sur le débat. Il faut savoir qu'au sein du Parti républicain aujourd'hui, c'est indéniable que Donald Trump est la plus grande voix, la plus grande force centrifuge. Il écrase tout autour de lui. En tout cas, Donald Trump, il risque aussi d'avoir face à lui des affaires, de connaître de vraies affaires, même judiciaires, Gallagher, Christophe, puisqu'on se souvient des révélations du New York Times qui affirmait que le président américain avait payé 750 € d'impôts seulement l'année de son élection. Reportage de Loïc Delamornay. Encore lui, nous sommes en septembre 2020. Président de la première puissance mondiale, multimilliardaire, patron d'empire immobilier et 750 $, soit 650 € d'impôt sur le revenu en 2016 et en 2017. Le New York Times révèle avoir obtenu ce que Donald Trump refusait de publier depuis des années, ses feuilles d'imposition. Il n'a jamais voulu les rendre publiques, contrairement à la tradition des autres présidents américains. L'enquête du journal montre que Donald Trump n'aurait payé aucun impôt sur le revenu pendant 10 ans, entre 2000 et 2015, et seulement donc 750 $ l'année de son élection en 2016, puis en 2017. Des chiffres que le président réfute en bloc. C'est un tissu de mensonges, des fake news. En réalité, j'ai payé des impôts, vous le verrez bientôt. Mes finances sont toujours en audit et en cours d'étude, mais l'administration des impôts ne me traite pas bien. Dans les révélations du journal, rien d'illégal. D'abord, Donald Trump aurait fait beaucoup d'optimisation fiscale. Des déductions pour ses résidences personnelles, des emplois de ses enfants et même ses frais de coiffeur pour raisons professionnelles, 70 000 $ pour son célèbre brushing. Mais surtout, il n'aurait pas payé d'impôt sur le revenu car ses sociétés auraient accusé beaucoup plus de pertes que de bénéfices. L'empire Trump croulerait sous les dettes. On est bien loin de l'image de l'homme d'affaires qui réussit tous ses coups. En pleine campagne, les démocrates de Joe Biden se sont empressés de comparer les impôts du président avec ceux payés en moyenne par un pompier, un prof ou une infirmière. Gallagher, est-ce qu'il peut être arrêté justement sur l'ensemble de ses affaires, Donald Trump? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a la question de l'autogrâce. Si vous voulez, un président qui se gracierait. On est dans de l'inédit. Certains affirment que c'est parfaitement possible. C'est un droit régalien discrétionnaire. Seulement, la validité de la démarche pourrait être contestée, se retrouver devant un tribunal et pourquoi pas terminer à la Cour suprême où il y a, il faut le rappeler, une majorité de juges conservateurs aujourd'hui, 6 versus 3 progressistes ou modérés si vous voulez, mais sur ces 6, il y en a 3 qu'il a nommés. Mais, encore une fois, rien n'est moins sûr. Il y a aussi une autre démarche qui consisterait pour lui, pourquoi pas, comme Nixon en 1974, à démissionner et à être gracié par le vice-président qui prendrait alors par intérim la présidence. Mais pour cela, beaucoup de jours, là. Pour cela, il faudrait compter sur la fidélité et la loyauté d'un Mike Pence. Rien n'est moins sûr. En tous les cas, même s'il se gracie, il faut savoir que la grâce ne s'applique
qu'aux éventuels crimes fédéraux, alors qu'il est justiciable à partir du 20 janvier midi 1 en heure de Washington DC, et quand il y a des procès locaux, notamment pour fraude fiscale, harcèlement sexuel et que sais-je, là il sera bien justifiable, effectivement. Donc Donald Trump n'en a absolument pas fini avec la justice. Alors justement, avant la date du 20 janvier, date de l'investiture, il est toujours président en exercice. Est-ce qu'il peut être destitué? On rappelle qu'il a toujours les codes nucléaires. Que peut-il faire dans les prochains jours? Il a toujours les codes nucléaires alors qu'il n'a plus de compte Facebook. C'est quand même absolument hallucinant comme situation. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Peut-il être destitué? C'est compliqué d'y répondre parce que la démarche, on le sait, prend un certain temps. Rappelez-vous que c'est une démarche politique avec une issue juridique puisque cela le disqualifierait politiquement. S'il est destitué, il ne peut plus se représenter en 2024. Il faut pour cela, rappelez-vous-en, que des articles de destitution soient rédigés par les démocrates, c'est en cours, et ensuite qu'il soit présenté, qu'il y ait un vote. Il faut qu'il y ait 2/3 du Sénat qui votent pour. Rien n'est moins sûr, et c'est dans les mains de ces mêmes républicains qui ont eu très très peur le 6 janvier que va finalement reposer l'éventuel sort de cette procédure dont on parle beaucoup. Ces républicains qui vont devoir décider, est-ce qu'ils vont rejoindre le camp démocrate pour faire tomber ce président parce qu'ils veulent se débarrasser d'un Donald Trump, qui est une force politique, encore une fois, jusqu'à ce jour, aussi parce qu'ils ont vu l'aboutissement, ils l'ont ressenti dans leur chair, le Trumpisme, le 6 janvier, quand ces gens sont rentrés par effraction dans le Capitole. Ou alors, est-ce qu'ils regardent ce président les yeux dans les yeux et qu'il leur dit « Moi, je pèse 74 millions de voix, si vous osez faire cela, vous aurez affaire à moi politiquement. » La balle est dans leur camp. Effectivement, la balle est dans le camp, assurément, des républicains. Ça ne fait aucun doute. Les démocrates ont tout à gagner en ce moment en mettant la pression maximale sur le camp en face. Merci, et on continuera donc à suivre cette actualité américaine passionnante à la fois sur France 24 et France Info. Merci Christophe. C'est la fin de l'émission. Vous allez retrouver bien sûr sur nos sites internet de France 24 et de France Info. Merci Gallagher Fenwick, Merci beaucoup. directeur à de tous. la rédaction anglophone de France 24. Merci.